Il est tout juste 19 h sur Aloula et c'est le journal. À la une de l'actualité ce soir. Au palais royal de Rabat, Sa Majesté le roi Mohammed VI préside une séance de travail consacrée au programme de reconstruction et de mise à niveau général des régions sinistrées par le séisme d'Al Haouz. Les développements dans un instant. Séisme d'Al Haouz, l'heure est à la reconstruction. Le premier grand chantier déjà lancé est celui des infrastructures routières. Pour fluidifier et surtout accélérer cette opération de réhabilitation cruciale, nous le verrons, un important dispositif est déployé sur de nombreux axes routiers. Nous parlerons d'éco-construction. Le Maroc se distingue par un cachet architectural unique, des constructions en terre crue ou en pisé qui font toute l'authenticité de nombreux douars. Alors comment préserver ces spécificités tout en misant sur la force des bâtisses? Réponse dans ce journal avec un expert en patrimoine. Bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce mercredi au Palais Royal de Rabat, Sa Majesté le roi Mohammed VI a présidé cet après-midi une séance de travail consacrée au programme de reconstruction et de mise à niveau général des régions sinistrées par le séisme d'Al Haouz. Les développements avec Boubkar Ben Gabret. Cette nouvelle séance de travail s'inscrit dans le prolongement des hautes directives données par le souverain lors des réunions du 9 et du 14 septembre qui ont posé les jalons d'un programme réfléchi, intégré et ambitieux, destiné à apporter une réponse forte, cohérente, rapide et volontariste, d'un budget prévisionnel global estimé à 120 milliards de dirhams sur une période de 5 ans. La première version du programme intégré et multisectoriel présenté devant le souverain couvre les 6 provinces et préfectures affectées par le tremblement de terre: Marrakech, Al Haouz, Taroudant, Chichaoua, Azilal et Ouarzazate, ciblant une population de 4,2 millions d'habitants. Pensée selon une logique de convergence sur la base d'un diagnostic précis des besoins et d'une analyse des potentialités territoriales et des acteurs locaux. Ce programme comprend des projets visant d'une part la reconstruction des logements et la mise à niveau des infrastructures touchées, conformément au dispositif d'urgence décidé lors de la réunion du 14 septembre, et d'autre part le renforcement du développement socio-économique dans les zones ciblées. Il est structuré autour de 4 composantes principales. 1. Le relogement des personnes sinistrées, la reconstruction des logements et la réhabilitation des infrastructures. 2. Le désenclavement et la mise à niveau des territoires. 3. L'accélération de la résorption des déficits sociaux, notamment dans les zones montagneuses affectées par le séisme. 4. L'encouragement de l'activité économique et de l'emploi, ainsi que la valorisation des initiatives locales. Le programme comprend également, comme ordonné par Sa Majesté le Roi, la mise en place dans chaque région d'une grande plateforme de réserve de première nécessité, tentes, couvertures, lits, médicaments, denrées alimentaires, afin de faire face de façon immédiate aux catastrophes naturelles. Lors de cette séance de travail, Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, a invité le gouvernement à décliner la vision présentée au niveau de chacune des provinces et préfectures concernées. Le souverain a ainsi de nouveau insisté sur l'importance d'être à l'écoute permanente de la population locale afin de lui apporter des solutions adaptées, tout en accordant l'importance nécessaire à la dimension environnementale et en veillant à respecter le patrimoine unique et les traditions et modes de vie de chaque région. Sa Majesté le Roi a également insisté sur l'impératif de faire preuve d'une gouvernance exemplaire. Les mots d'ordre sont rapidité, efficacité, rigueur et résultats probants, afin que ce programme de reconstruction et de mise à niveau général des régions sinistrées devienne un modèle de développement territorial intégré et équilibré. Le financement de ce grand programme sera assuré à partir de crédits alloués du budget général de l'État, de contributions des collectivités territoriales et du compte spécial de solidarité dédié à la gestion des effets du tremblement de terre, ainsi qu'à travers des dons et la coopération internationale. À cet égard et dans le cadre des missions du Fonds Hassan II en matière de soutien à la réalisation de programmes et projets ayant des retombées structurantes pour le développement économique et social, Sa Majesté le Roi a donné ses hautes instructions pour que le Fonds Hassan II apporte une contribution de 2 milliards de dirhams
au financement de ce programme. Ont pris part à cette réunion de travail le chef du gouvernement Aziz Akhnouch, le conseiller de Sa Majesté le roi Fouad Ali Lima, le ministre de l'Intérieur Abdelwafi Leftit, le ministre des Habous et des Affaires islamiques Ahmed Toufiq, la ministre de l'Économie et des Finances Nadia Ftah, la ministre de l'Aménagement du territoire national, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la Ville, Fatem Zahra Al-Mansouri, le ministre délégué auprès de la ministre de l'Économie et des Finances chargé du budget Fawzi El-Qja, ainsi que le général de corps d'armée Mohamed Berrid, inspecteur général des forces armées royales et commandant la zone sud. Une troisième réunion présidée par Sa Majesté le roi Mohammed VI pour accélérer le processus de reconstruction post-séisme. Une actualité que nous décryptons en direct avec Driss Issaoui, analyste économique. Bonsoir. Cette nouvelle séance de travail s'inscrit dans le prolongement des hautes directives données par le souverain lors des réunions du 9 et du 14 septembre qui ont posé les jalons d'un programme réfléchi et ambitieux. Un budget prévisionnel global estimé à 120 milliards de dirhams sur une période de 5 ans. Quelle en est la portée? Je pense que c'est un fort signal que le Maroc est décidé à prendre les choses en main et à aller de l'avant pour reconstruire et justement faire face au contre-coup de ce séisme qui a été surprenant par sa force, par sa ténacité, mais aussi par le fait qu'il a concerné un certain nombre de régions qui sont importantes. Et l'effet sur la population a été un effet dévastateur. Mais aujourd'hui, je pense qu'avec tout ce qui a été fait par Sa Majesté le Roi, par le gouvernement, par la société civile, par les militaires, la gendarmerie, tous les intervenants ont fait en sorte que les citoyens se sentent véritablement protégés, se sentent concernés et se sentent surtout, disons, aimés comme étant des citoyens. Et de toutes les manières, cette catastrophe n'est ni la première ni la dernière. Vous savez, on a déjà eu le tremblement de terre d'Agadir au nord, au niveau de la ville de Hoceima. Et l'expérience est là. Parce que les Marocains, aujourd'hui, entre le moment où il y a eu le tremblement de terre et la prise en main par les forces, par les citoyens, parce que l'appel de Sa Majesté le Roi a été très clair. Allez-y, soyez directs, soyez vigilants, écoutez les gens, écoutez le patrimoine, écoutez l'histoire. Ne faites rien pour déstabiliser les équilibres qui sont déjà installés au niveau de ces territoires. Et je pense que cette décision a été opportune et elle va donner de très bons résultats. L'enveloppe budgétaire que vous venez de citer, 120 milliards de dirhams, c'est énorme. Et de toutes les manières, l'explication a été donnée par le communiqué du cabinet royal. C'est-à-dire que le financement, c'est le budget de l'État, les collectivités locales, mais surtout le fonds qui a été créé pour faire face aux péripéties de ces événements et de ces catastrophes et qui a été alimenté par un don de Sa Majesté le roi Mohammed VI, aussi par des dons qui sont venus de grandes institutions marocaines et les transferts faits par les Marocains résidant à l'étranger. Et il y a aussi un certain nombre de pays frères et amis de l'extérieur qui ont souhaité apporter leur aide au niveau de cette calamité. Et je pense que le Maroc va pouvoir dépasser cette situation et retrouver sa situation d'avant et surtout redonner un coup d'accélérateur à sa croissance économique. Et en plus, nous avons une très belle information, celle que le FMI et la Banque mondiale, qui accordent eux aussi un crédit à long terme sur 20 ans pour que le Maroc puisse participer à la reconstruction de ces territoires, c'est une excellente nouvelle. Et le fait qu'ils tiennent toujours leur réunion annuelle à Marrakech, c'est aussi une excellente information. Et je pense que le Maroc, remercions Dieu, est un pays qui est indemne de tout cela. Et l'histoire du Maroc
montre que le pays, avec le roi, avec les institutions et avec tous les citoyens qui aiment ce pays, qui aiment le roi, qui aiment leur système, leur monarchie, sont là pour faire face à toutes les difficultés. Monsieur Laïsaoui, la première version du programme intégré et multisectoriel présenté devant le souverain couvre les 6 provinces et préfectures affectées par le tremblement de terre et il cible une population de 4,2 millions d'habitants. Il est structuré autour de 4 composantes principales, dont la reconstruction bien entendu, mais pas que. Oui, la reconstruction n'est qu'une partie, parce qu'on a cité dans le communiqué la reconstruction des maisons qui ont été détruites, particulièrement dans les montagnes. Il y a aussi la reprise de l'activité économique, parce qu'il faut absolument que tous les pays qui sont, toutes les activités qui ont cessé puissent reprendre et donner du travail aux citoyennes et aux citoyens, mais surtout agir dans un sens intégré, de telle sorte à ce qu'on n'agit pas sur un seul levier, mais sur l'ensemble des leviers qui sont à la base de la dynamique socio-économique que le Maroc connaît. Et on ne peut pas... alors c'est cette dynamique, cette croissance intégrée qui est recherchée, et le Maroc est capable de le faire avec justement cette approche multidimensionnelle, territoriale, qui va devenir un exemple de traitement de ces affaires. Et à travers nous, disons dans les pays du voisinage, il y a beaucoup de pays qui ont des sinistres comme celui-là. Ils ne savent pas comment les gérer. Je pense que le Maroc a aujourd'hui la capacité et la force de pouvoir saisir cette situation et repartir de plus belle. Et lors de cette séance de travail, Sa Majesté le Roi a invité le gouvernement à décliner la vision présentée au niveau de chacune des provinces et préfectures concernées. Le souverain a ainsi de nouveau insisté sur l'importance d'être à l'écoute permanente de la population locale afin de lui apporter des solutions adaptées. Quelle lecture en faites-vous? Écoutez, vous êtes en train de faire le lien entre ce que Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, a dit au début de son intervention, au niveau de son premier communiqué. Qu'est-ce qu'il a dit? Écoutez les gens, écoutez la nature, écoutez le patrimoine. N'allez pas avec vos gros sabots pour casser les équilibres qui sont déjà acquis au niveau de ces régions. Et cet appel au gouvernement pour faire face à cette situation est extrêmement important. Parce qu'il ne faut pas seulement agir, il faut avoir l'écoute, il faut avoir l'intelligence de l'écoute. Et c'est très important. L'écoute collective est quelque chose d'extraordinaire qui permettra au Maroc de pouvoir s'en sortir. Mais surtout, le Maroc n'a pas besoin de cette catastrophe pour faire une action forte. Le Maroc est déjà sur une belle lancée au niveau de son avenir. Et je ne pense pas que le travail qui sera fait sera un travail pour une fois. Non, c'est un travail qui va rester parce qu'il va entraîner beaucoup de choses positives au niveau des régions et au niveau des personnes et des institutions. Driss Aissaoui, analyste économique, je vous remercie pour cet éclairage. Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé des messages de remerciement et de gratitude aux dirigeants des 4 pays ayant aidé le Maroc dans les opérations de secours suite au séisme d'Al Haouz. Le souverain a ainsi tenu à remercier le président des Émirats arabes unis, l'émir de l'État du Qatar, le roi Charles III et le roi Philippe VI d'Espagne. Le roi Mohammed VI a également adressé des messages de remerciement au Premier ministre du Royaume-Uni, Rishi Sunak, et au président du gouvernement espagnol par intérim, Pedro Sánchez. Rappelant par ailleurs que le souverain avait également adressé des messages de remerciement aux équipes de secours de ces 4 pays ayant participé aux efforts de recherche et de sauvetage déployés après le séisme d'Al Haouz. Un séisme dévastateur à tous les égards. Dans les communes montagneuses les plus touchées par le séisme, les routes ont été complètement ravagées. Pendant une semaine, elles étaient impraticables. Aujourd'hui, l'heure est à la reconstruction. Un important dispositif est déployé pour fluidifier et surtout accélérer cette opération de réhabilitation cruciale.
À Taroudant, c'est un reportage de Mohamed Nasseri, Rachid Diken avec Boubker Ben Gabret. La route nationale menant de Taroudant à El Haouz donne le vertige. Les travaux de réhabilitation suite au séisme sont titanesques, passant par le col du Tizintest. L'axe routier mobilise des moyens humains et logistiques de grande ampleur afin de dégager la route. Éboulements et chutes de rochers rendent difficile l'opération de déblaiement. L'état de la route a entravé fortement l'arrivée des aides aux habitants des zones sinistrées. Le tronçon le plus impacté par le séisme est celui qui mène au col du Tizintest et la route nationale 7 de Taroudant à la province d'El Haouz. Les chutes de gros rochers provoquées par le tremblement de terre nous ont compliqué la tâche, mais grâce aux efforts des équipes d'intervention, la route a été réouverte à la circulation. Le travail sera terminé dans 2 ou 3 jours. Nous avons 2 équipes sur le chantier qui se relaient et travaillent 24 heures sur 24. Cadres, techniciens et conducteurs d'engins sont mobilisés pour cette vaste opération. Les efforts des équipes d'intervention commencent à porter leurs fruits. Plusieurs tronçons sont aujourd'hui réouverts à la circulation. Bravo aux équipes d'intervention qui ont fait un travail formidable. Aujourd'hui, nous pouvons circuler. Les aides destinées aux sinistrés arriveront très vite aux zones touchées par le tremblement de terre. La route est réouverte. Les engins déblaient encore quelques tronçons où s'amoncellent encore des débris. Toutes les équipes sont mobilisées et font un travail remarquable. Près de 60 engins sont mobilisés pour mener à bien l'opération de réhabilitation des routes endommagées par le séisme. Après des jours de fermeture, la route menant à Eril, épicentre du tremblement de terre, est aujourd'hui réouverte à la circulation grâce à l'intervention rapide des équipes rattachées aux différentes directions provinciales du département de l'équipement. Au travers de l'histoire, beaucoup de villes marocaines se distinguent par leur cachet architectural et leur construction traditionnelle. Sauf que voilà, l'expansion du béton a poussé de nombreux défenseurs de ce type de construction traditionnelle à initier l'expérience d'habitation éco-responsable avec des caractéristiques modernes. À Marrakech, c'est un reportage de Mohatassim Billah Bouezaoui, Amina Alam avec Zakaria Moukin Billah. Le travail bat son plein sur ce chantier de construction à quelques kilomètres de Marrakech. Sa spécificité, construire des habitations en pisé avec des matériaux écologiques locaux. Le résultat, des habitations au design moderne qui allient authenticité et conditions de confort. Un choix original pour préserver un patrimoine traditionnel, caractéristique de la ville ocre. Le principal avantage de ce type de construction est d'avoir des températures modérées à l'intérieur des habitations tout au long de l'année. Ça fait 1 an maintenant qu'on habite ici. On a choisi de construire en pisé parce que c'est écologique, parce qu'on n'a pas besoin d'utiliser ni clim. On a des chauffages d'appoint pour que... Ici, il ne fait pas très froid, il fait maximum, on va dire -2. On a eu -2, 1 nuit ou 2 nuits, c'est tout. والمزايا كتكون قريب للطبيعة وساكن مع الطبيعة. L'avantage d'habiter ici est d'être près de la nature, dans un écrin de paix et de quiétude. Habiter dans ce type de construction bâtie avec des matériaux traditionnels présente plusieurs avantages. Il faut vivre cette expérience pour en avoir conscience. En dépit du choix de produits traditionnels, ces habitations offrent les conditions de confort et de facilité. Leur design moderne ferait presque oublier les ingrédients qui ont été utilisés pour leur édification, avec un bon rapport qualité-prix. À travers les 20 ans d'expérience que nous avons en construction, nous avons réussi à développer des procédés traditionnels performants. Nous avons amélioré à la fois les techniques de construction et les produits de base. L'idée est d'exploiter des produits plus proches de vous, jusqu'à 20 ou 30 km maximum. La construction en pisé semble avoir le vent en poupe. Ce type d'édifice attire l'attention des chercheurs. À l'université Qadiriyat de Marrakech, des chercheurs ambitionnent d'améliorer la qualité des matériaux de construction locaux afin d'en faire un levier de développement dans le contexte des changements climatiques et de leurs effets sur l'environnement.
À présent, nous développons ce volet avec Mohamed Semmar, expert en patrimoine. Merci d'être avec nous. Bonsoir Omeima. Merci. Alors, des dizaines de milliers de maisons ont été détruites partiellement ou complètement. Les monuments historiques classés au patrimoine mondial n'ont pas été épargnés. L'urgence maintenant est au relogement des sinistrés, mais pas seulement. Il faudra aussi reconstruire dans le respect des traditions de construction des régions sinistrées. Exact. Tout d'abord, quelles sont les spécificités de construction des provinces en question et quelle est leur portée historique et environnementale ? Alors, les spécificités, tout d'abord, les matériaux de construction. La première spécificité, c'est l'originalité de leurs matériaux. Donc, il y a la terre, la construction pisée, ça veut dire la construction de terre, et aussi la chaux, le bois, surtout le bois local, le bois de cèdre ou le bois d'autres bois qui sont du Grand Atlas. Il y a aussi les roseaux, avec lesquels on construit surtout les toitures. Il y a plusieurs matériaux en pierre, la pierre locale qui est là-bas, comme pour le moellon, pour la pierre de taille aussi. On construit avec les matériaux locaux. Ça veut dire la construction dans des régions comme la région de l'Haouz, avec les grandes villes comme Marrakech, comme aussi Taroudant ou d'autres, c'est surtout des matériaux traditionnels, des matériaux locaux, comme la brique de terre cuite, comme le moellon, comme le pisé. Tout cela rend justement cette région avec une spécificité locale et importante. Il y a aussi les techniques de construction. Les techniques de construction, ils sont aussi des techniques très simples, des techniques qu'on a héritées génération après génération, et je dirais même depuis des siècles, que dynastie après dynastie et génération après génération, le Maroc a toujours construit depuis les siècles derniers jusqu'à aujourd'hui avec des matériaux et avec des techniques spécifiques à la civilisation marocaine et surtout la civilisation africaine et andalouse, une synthèse entre les deux qui crée ce qu'on appelle la civilisation marocaine. Et dans le reportage que nous venons de voir à Marrakech, les écolos montent au créneau pour promouvoir la construction selon des matériaux amis de l'environnement. De quels matériaux s'agit-il et qu'est-ce qui les caractérise plus concrètement ? Les écolos, ils ont tout à fait raison. Il n'y a pas que, il y a aussi les archéologues comme nous et les historiens et tous les gens qui aiment le patrimoine avec grand P. Parce que là, c'est vrai que le sinistre, le tremblement de terre, il a endommagé pas seulement le patrimoine bâti, il a endommagé aussi le patrimoine naturel, faune, flore, la morphologie des montagnes, la morphologie du paysage. Donc tout cela, c'est le patrimoine avec grand P. Pour les matériaux, comme je viens de les citer tout à l'heure, les matériaux avec lesquels on construit, on doit les respecter pour pouvoir réinsérer ces matériaux et pour pouvoir réussir une deuxième fois, comme il a été réussi depuis des décennies, si ce n'est pas depuis des siècles, la synchronisation entre la nature, entre le patrimoine naturel et le patrimoine architectural bâti. Et c'est justement l'emploi de ces matériaux, surtout on est dans une région là où il fait très froid en hiver, il y a même de la neige, et on a besoin du chauffage. Et pour réduire justement ce besoin, parce que si on construit avec du béton, avec des matériaux modernes, on aura besoin du chauffage, on aura de la climatisation, on aura besoin de plusieurs choses. Par contre, si on construit avec des matériaux traditionnels, on réduit beaucoup. D'ailleurs, la dame qui a parlé tout à l'heure, elle a dit que, grosso modo, à Marrakech, ou la région de Marrakech, il y a moins 2 en hiver. Une nuit sur 30 ou sur 60 jours, là où il y a moins 2, ça veut dire qu'il ne fait pas très très froid, mais il fait froid quand même. Il fait froid parce que déjà, moins 2, c'est déjà il fait froid. Mais les matériaux traditionnels, comme le pisé par exemple, réduisent ce besoin du chauffage et réduisent ce besoin de la clim pendant l'été. Et la reconstruction post-sismique, c'est un défi titanesque qui met aussi en avant
un défi du respect plutôt des normes parasismiques. Exact. Les normes parasismiques, on peut les réinsérer, contrairement à d'autres archéologues et d'autres historiens qui sont un petit peu, entre guillemets, trop attachés à ces techniques traditionnelles. Mais moi, je fais partie des archéologues et des historiens qui sont pour l'insertion, justement, des techniques antisismiques, comme les fondations en béton armé, par exemple, comme la structure, parfois en structure métallique, en hache métallique, des poutres métalliques en hache, qui peuvent justement être habillées par du bois ou être habillées par de la brique cuite ou d'autres matériaux, la pierre de taille, par exemple, ou d'autres matériaux qui peuvent cacher ces structures qui sont à la fois nécessaires pour une région comme maintenant la région de l'Haouz, pour éviter dans l'avenir justement ce genre de sinistre qu'on a eu ces derniers temps. Mohamed Smar, expert en patrimoine, je vous remercie d'avoir été l'invité du journal. Je vous remercie à vous. Merci à vous. Autre province fortement impactée par le séisme, Azelal, où l'opération de recensement des bâtiments endommagés se poursuit. Des commissions mixtes composées ont été déployées dans quelques 80 douars pour dresser le bilan des dégâts occasionnés par ce tremblement de terre. Pilotées par la préfecture de la province d'Azelal, ces commissions s'informent dans un premier temps auprès des habitants des édifices endommagés avant de faire le constat de visu des dégâts engendrés par le séisme, celui des maisons et des édifices complètement ou partiellement détruits. Et sur un autre registre, la mobilisation citoyenne poursuit son élan. Vous êtes toujours aussi nombreux à vous rendre au centre de transfusion sanguine. Comme vous le voyez sur ces images qui nous viennent de Bouskoura, des files interminables de citoyens de tout âge et des deux sexes se forment encore devant les différents centres de transfusion sanguine pour faire don de sang et renflouer les stocks nationaux en cette matière vitale dans ce contexte difficile où la vie de nombreux blessés dépend de cette action. Mondial 2030, la candidature conjointe du Portugal, de l'Espagne et du Maroc pour organiser la Coupe du monde du football 2030 constitue un projet solide et ambitieux. Les propos sont ceux du président du gouvernement espagnol par intérim, Pedro Sánchez. L'Espagne travaille avec le Portugal et le Maroc sur une candidature solide pour la Coupe du monde 2030, a affirmé le président du gouvernement espagnol par intérim à l'issue d'une réunion hier à New York avec le président de la Fédération internationale du football, Gianni Infantino. Rappelant que la commission tripartite Espagne-Maroc-Portugal de candidature pour l'organisation de la Coupe du monde 2030 a tenu le week-end dernier sa première réunion à Madrid. Sa prochaine réunion aura lieu le 4 octobre prochain à Rabat en présence des présidents des 3 fédérations. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al-Oula.